Elle est toute mignonne, la petite Émilie, dans son costume du Moyen-Âge. Elle est souriante, insouciante, comme une enfant de 9 ans. Il y a bien cette rhinopharyngite qui l'a affaiblie quelques jours, mais c'est presque terminé. Sa maman l'a emmenée chez le médecin. On lui a prescrit un antibiotique efficace, de la Josacine 500, une dose de grand. Émilie est heureuse. Ses parents lui ont permis de passer le week-end avec son copain d'école, Jérôme Tocqueville. Lui aussi est déguisé, car ce 11 juin 1994, Gruchet-le-Valas, un petit village du pays de Caux en Normandie, organise une fête médiévale. Il est 20h15. Le banquet va bientôt débuter. Jérôme Tocqueville, Sylvie et Jean-Michel, ses parents, et Émilie Tanet passent le pas vers le garage. Il ne faut pas tarder. Mais là, Émilie s'écroule. Ses membres sont pris de soubresauts, les traits de son visage se crispent, l'enfant semble souffrir le martyre. Puis tout son corps se détend. Émilie a perdu connaissance, on la transporte d'urgence vers un hôpital du Havre. Mais la fillette ne se réveillera jamais. Son décès est constaté à 22h30. Comment une petite fille de 9 ans a-t-elle pu perdre la vie de façon si foudroyante? Les enquêteurs envisagent une douzaine de pistes. Vous imaginez bien que ça fait 10 ou 12 micro-enquêtes. Donc nous avançons un petit peu dans chaque direction, selon le principe de l'entonnoir. Nous sommes en train d'essayer de le remplir, c'est notre rôle. Et puis lorsqu'il faudra ouvrir le bas de l'entonnoir, lorsque nous pourrons le faire, nous le ferons. Pour l'instant, c'est un instant prématuré. Les Tanet, les parents d'Émilie, pensent bien sûr en priorité à un accident domestique arrivé dans la maison des Tocqueville, chez qui elle passe le week-end. Mais très vite, on découvre que la Josacine, dont la petite a avalé une cuillerée quelques minutes avant de s'écrouler, est bizarre. Elle est d'un brun étrange, sa texture est grumeleuse et elle dégage de forts relents d'ammoniac. Après analyse, on apprend qu'elle a été contaminée avec un poison violent, du cyanure. On pense alors à un problème dans la chaîne de fabrication de la Josacine. On pense aussi à un acte volontaire des parents Tanet, des Tocqueville, d'amis ou d'ennemis de l'une ou l'autre des deux familles. Mais un autre personnage est suspecté. L'amant de Sylvie Tocqueville, Jean-Marc Desperrois, un notable local. L'affaire fait les choux gras de la presse. En août 1994, quand on apprend l'implication d'un notable, tout le monde tombe sur le Gruchet-le-Valas, s'installe là et la meute est là aux aguets pour choper le notable, sa famille et la chute d'un homme localement entrepreneur, politique. En quelques semaines, une thèse émerge. Et si, voulant se débarrasser du mari gênant, Jean-Marc Desperrois avait contaminé le flacon de Josacine qu'il croyait être destiné à son rival, alors malade. Jean-Michel Tocqueville, l'époux infortuné, finit par s'en convaincre. Les enquêteurs ont toujours dit que c'était moi qui avais été visé presque depuis fin juin, étant donné que j'avais un traitement d'antibiotiques à cette période. Au fil des mois, la thèse prospère. Une thèse qui unit le poison, la passion criminelle, la méprise coupable, l'ambition politique et professionnelle. L'injustice de ce crime est telle qu'elle fait de ce fait divers une affaire exceptionnelle, unique dans les annales judiciaires. Une affaire monstrueuse, si monstrueuse qu'on a du mal à y croire. Le meurtre d'un enfant, c'est quand même à peu près le crime le pire dans l'échelle des crimes. Bon, quand on est accusé de ça et qu'on l'a fait et qu'on le reconnaît, mais là, en l'occurrence, voilà un homme qui dit que c'est pas lui, c'est l'enfer judiciaire pour lui. Mais pour les parents de la petite victime, les doutes ne sont plus permis. S'il y avait eu le moindre élément dans ce dossier qui nous aurait dit que Jean-Marc Desperrois était innocent, bah, croyez-moi qu'on l'aurait soulevé, nous les parents d'Émilie. Ce qu'on veut pas, c'est un criminel, hein. On veut le criminel, Émilie. Jean-Marc Desperrois est un manipulateur, c'est quelqu'un qui depuis des années s'efforce de faire croire qu'il est innocent. Or nous savons pertinemment qu'il est coupable. Effectivement, il est dangereux. Et les gens qui sont autour de lui, je sais que ça ne va pas encore leur plaire, ils sont tout aussi dangereux que lui. C'est qu'ils sont nombreux à s'être groupés autour de Jean-Marc Desperrois, au point qu'à Gruchet-le-Valas, deux clans s'affrontent. Les pro-Tanet, peu nombreux et volontairement discrets, et les pro-Desperrois prêts à en découdre. On va tout faire pour amener la preuve que Jean-Marc n'est pas coupable. C'est pas lui.
Leurs efforts n'ont pas porté les fruits espérés. Jean-Marc Desperrois a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il est ressorti des geôles de l'État en 2006, après 12 ans passés derrière les barreaux. Mais même libre, il est officiellement coupable malgré les indignations de ses avocats. Je considère, quel que soit le respect que je dois à la chose jugée, que la condamnation de Jean-Marc Desperrois a été une erreur. Si elles n'ont pas trouvé d'écho auprès des magistrats, ces affirmations ont tout de même réussi à convaincre l'opinion publique. C'est comment ça fonctionne l'opinion publique, hein. C'est-à-dire que ça part d'une rumeur, d'un élément, et puis vous avez le café du commerce, tout le monde a son avis sur tout, hein. Et ben dans cette affaire, pour moi, c'est la même chose. Seules les personnes qui ont assisté au procès de A à Z, à mon avis, peuvent se former une intime conviction. Les jurés, eux, n'ont eu visiblement aucun doute. En reprenant dans le détail le dossier Desperrois, on peut sûrement comprendre pourquoi. On peut aussi mieux saisir à quel point cette affaire empoisonne, hier comme aujourd'hui, tout le pays cauchois. À mi-chemin entre Rouen et Le Havre, Gruchet-le-Valas compte 2500 habitants. Pour définir les gens du coin, on dit souvent qu'ils sont taiseux. Arracher une confidence d'un cauchois est un exploit. On sait pourtant souvent ce qu'il se passe dans les familles. On ne parle pas, mais on s'épie parfois. On voit bien par exemple que ça ne va pas fort chez les Desperrois. Le couple Desperrois, effectivement, battait de l'aile. Je crois même que Madame Desperrois était partie plusieurs semaines du domicile conjugal. Effectivement, Anne-Marie Desperrois est rentrée chez sa mère au premier jour de l'année 94. Elle avait découvert dans le portefeuille de son mari des tickets de carte bancaire laissant supposer des achats de parfums ou de chocolat dont elle n'avait pas vu la couleur. Jean-Marc aurait-il une ou plusieurs maîtresses ? Mais bonne épouse, bonne mère de famille, Anne-Marie Desperrois a repris le chemin de la maison au bout de 3 mois. Jean-Marc Desperrois, lui, n'y est pas souvent à la maison. Jean-Marc Desperrois travaillait beaucoup, il était élu, il était deuxième adjoint au maire de Gruchet-le-Valas. Et donc du coup, il n'avait pas beaucoup de temps chez lui. Si bien que même Anne-Marie Desperrois l'a dit, elle avait l'impression d'être un peu un meuble chez elle. Et il n'est encore que conseiller municipal chargé de l'urbanisme, inscrit au CNI, le très conservateur Centre national des indépendants. Son entreprise n'en est qu'à ses balbutiements. Elle fait dans l'imagerie thermique industrielle et n'a que 2 salariés. Elle loue des locaux dans une annexe de la mairie. Bien pratique pour assurer les permanences. Et pour faire à l'occasion un coucou à la secrétaire municipale, une bonne amie. La secrétaire a épousé un ancien employé des pompes funèbres, Jean-Michel Tocqueville. Ce grand gaillard a réussi sa reconversion. Il travaille maintenant dans la pétrochimie et gagne bien sa vie. Ils ont 2 enfants, Jérôme 9 ans, le copain d'Émilie, et Bertrand 5 ans. La famille habite un logement de fonction jouxtant la mairie. Une confortable maison. Mais comme chez les Desperrois, l'ambiance n'est pas au beau fixe. On sait à l'époque, d'ailleurs les Tocqueville en ont parlé, qu'ils avaient des difficultés de couple, hein, mais que Sylvie Tocqueville ne souhaitait pas quitter le domicile conjugal. Et pour cause, c'est elle qui est titulaire du logement de fonction. Et elle n'hésite pas à le rappeler à son mari. On l'a même aperçu, à plusieurs reprises, lui mettre énergiquement les valises dehors. Qu'importe, Jean-Michel s'accroche. Mais il ne sait pas encore tout. Il travaille souvent la nuit et en son absence, depuis plusieurs mois, un homme vient tenir compagnie à son épouse pendant que les enfants dorment. Cet homme, c'est Desperrois, le notable. Quand M. Tocqueville partait le matin très tôt, 4 ou 5 heures du matin, pour aller prendre son car à l'usine, Desperrois, il arrivait, il jouait aux échecs et tout. Bon voilà, c'est une relation un peu particulière, quoi. Tout est très galant, affirmeront-ils plus tard. Ils papotent ou regardent la télé. Ils se sont pourtant avoués leur amour mutuel. Ça s'est passé à Paris,
Jean-Marc de Perrois y était en déplacement professionnel. Sylvie Tocqueville en stage. Ils ont dîné ensemble au restaurant. Plus tard, ils ont échangé leur premier baiser. La Tour Eiffel en a été témoin. Finalement, en mars 1994, ils franchissent le pas. Ils ont une relation sexuelle. Témoin de Jéhovah, avec Jean-Marc, Sylvie se dévergonde. Quand elle a connu Jean-Marc de Perrois, c'est peut-être à ce moment-là qu'elle a commencé à se libérer de ses convictions religieuses, enfin, puisqu'elle transcendait un peu les interdits. Et c'est vrai que, bon, elle n'avait pas l'image que je me faisais d'un témoin de Jéhovah. Elle, c'était la petite nana, quoi. J'ai raisonné des airs de petite nana. Pour un témoin de Jéhovah, c'est... Pour ce que j'en connais, ça me semblait un peu surprenant. Maintenant, je vous dis, je ne suis pas spécialiste des religions, donc... Mais Sylvie vit mal cet adultère. Elle confesse sa faute dès le lendemain à son mari et affirme à Jean-Marc qu'elle ne quittera jamais Jean-Michel et ses enfants. L'aventure aurait été des plus brèves. La relation entre Sylvie Tocqueville et Jean-Marc de Perrois, qui a existé, c'est quand même limité à quelques baisers dans le couloir de la mairie de Gruchet-Valas après un conseil municipal, ou à quelques échanges, quelques baisers, quelques caresses, mais n'était pas une relation adultère, si je puis dire, durable. D'un autre côté, ils ont pu mentir, ils ont pu dissimuler une passion secrète. C'est ce que beaucoup pensent. Tout aurait débuté en mars et se serait achevé aussitôt. Pourtant, on aurait surpris les deux amants en position ambiguë jusqu'en juin. Le problème, c'est que Jean-Marc de Perrois est allé voir, selon les dires de Jean-Michel Tocqueville, Jean-Michel Tocqueville pour lui intimer l'ordre de divorcer de son épouse afin qu'il puisse, lui, assouvir sa passion. Lui, il était visiblement très amoureux d'elle. Très amoureux. Ceux qui s'aiment vraiment dans cette histoire, ce sont Corinne et Denis Tanet. Ils vivent dans un village voisin et ne connaissent les Tocqueville que via des amis communs. Et ils n'ont jamais croisé les deux Perrois, d'autant que tout les sépare. Jean-Marc de Perrois, lui, il était conseiller municipal et il faisait partie du Scénic, un parti qui est plutôt à droite. Alors que les époux Tanet, eux, étaient un petit peu altermondialistes. D'ailleurs, dans leur campagne, du côté de Gruchet-Valas, ils étaient pris pour des fous, quoi, des marginaux et tout. Hein, je veux dire, parce qu'ils voulaient partir en Afrique et puis ouvrir une école, quoi. Alors, dans le pays de Caux, ouvrir une école en Afrique, là, ça parle pour quoi. Deux couples qui se déchirent, un autre qui s'adore, une relation adultère, une maîtresse témoin de Jéhovah, des gens d'une droite affirmée, d'autres ouvertement à gauche. Rien ne rassemble ces trois familles. Pourtant, dès l'été 94, les noms des deux Perrois, Tocqueville et Tanet, se lieront pour longtemps pour la pire raison. C'est Émilie Tanet qui insiste ce samedi 11 juin 1994 pour passer le week-end à Gruchet-le-Valas avec son copain Jérôme. Elle se fait une joie de participer à la fête médiévale. Avant de quitter la maison, Corinne Tanet prépare la Josacine qu'Émilie devra prendre pendant le week-end. Il n'y en a plus assez dans le flacon précédent. Autant en prendre un nouveau. Sur la poudre orangée du flacon neuf, elle verse juste ce qu'il faut d'eau minérale. La bouteille qu'elle vient d'aller chercher dans le garage est elle aussi neuve. Son bouchon est encore scellé. Madame Tanet avait dit à un moment donné, la petite Émilie me dit « Maman, est-ce que tu as mis assez d'eau ?» Mais le sirop de Josacine sur la table vérifie donc que l'eau affleure sur le trait de la Josacine. Et on sait qu'elle a fait extrêmement attention à la façon dont elle remplissait son flacon de Josacine. Vers 15h, Corinne et Émilie sonnent à la porte des Tocqueville. La maman donne le médicament à Sylvie Tocqueville. Émilie doit en prendre une cuillerée matin et soir. La Josacine, dans son emballage, est posée sur la table du salon. Corinne Tanet repartie, les Tocqueville et Émilie s'en vont faire un premier tour à la fête médiévale. La maison reste vide jusqu'à leur retour vers 17h30. De 18h à 20h, les enfants jouent dans le jardin, heureux de profiter des premiers beaux jours. Ils cueillent des fleurs qu'ils offrent à Sylvie Tocqueville.
À 20 h, elle rappelle à Émilie qu'elle doit prendre son antibiotique. Devant elle, la fillette verse la josacine dans une cuillère qu'elle porte à sa bouche. La gamine fait la grimace. La petite dit c'est pas bon, maman l'a pas fait comme d'habitude, et elle va se rincer la bouche dans la cuisine. Je lui ai ouvert le robinet pour qu'il se rince la bouche. Bon, je me disais, tiens, la gamine n'aime pas de sirop, les enfants n'aiment pas toujours le sirop, j'ai pas fait de relation, ça nous a absolument pas choqués. 20 minutes plus tard, au moment du départ pour le banquet, Émilie s'effondre, terrassée dans le garage. Elle ne reprendra jamais connaissance. Dès 20 h 19, les secours sont appelés, ainsi qu'un ami de la famille, Denis Lecointre, qui, avant de travailler dans un laboratoire pharmaceutique, avait été ambulancier. Denis Lecointre arrive quelques minutes avant le SAMU. Il met Émilie en position de survie. Quand médecins et infirmiers arrivent, ils cherchent à savoir ce qui a pu se passer. La josacine retient à peine leur attention. L'infirmier qui intervient sur les lieux va même, ce que les gendarmes n'ont pas consigné à l'époque, va même ouvrir le flacon, le sentir, le regarder, le trouve tout à fait normal. Aux urgences pédiatriques du Havre, les médecins ne parviennent pas à réanimer Émilie. Elle décède à 22 h 30. Ses parents Corinne et Denis Tanet, qui viennent d'être prévenus, sont profondément affectés, perdus. Quand j'ai vu Émilie au funérarium, je me suis aperçu qu'elle était morte. J'ai réalisé aussitôt. Après le deuil, je ne sais pas ce que c'est. Moi, le résultat, c'est qu'elle n'est plus là. Je la vois plus. Quel mal a emporté la fillette de 9 ans? Un problème cardiaque? L'hypothèse est exclue. Une rupture d'anévrisme? Pas plus. Un coup mortel? On n'en trouve pas trace. Au début, c'est une énigme médicale. Les faits se passent le samedi soir et la justice ne sera saisie que le lundi. Si vous voulez, on sait très bien que dans ce type d'affaires, les 48 premières heures sont extrêmement importantes pour réunir un certain nombre d'indices. Durant le week-end, les médecins n'ont toujours pas réussi à lever l'énigme. Les gendarmes entrent en action. La gendarmerie en charge de l'affaire dit « Oh là là, accident domestique, c'était la première piste. Virez-moi tous les produits chimiques qui sont dans la maison. » On fouille chez les Tocqueville, puis chez les Tanet. On y cherche tous les produits d'entretien potentiellement dangereux. On n'y trouve rien. Mais, dès le mardi 14 juin, une nouvelle piste s'ouvre tout en grand. La josacine de la petite Émilie a été empoisonnée au cyanure. L'enfant en est certainement morte. Une autopsie ne le confirmera que le lendemain. Mais les soupçons sur la josacine sont apparus dès la nuit du samedi au dimanche. Un infirmier du SAMU intervenu chez les Tocqueville le samedi soir a ouvert et senti le flacon d'antibiotiques. On s'en souvient, sans y trouver rien d'anormal. La josacine a donc été laissée sur place. Un médecin de l'hôpital du Havre, informé du traitement que prenait la fillette, a voulu le soir même vérifier le flacon. Il fait appeler chez les Tocqueville pour se le faire apporter. Denis Lecointre est resté soutenir son ami Jean-Michel Tocqueville, perturbé par le malaise d'Émilie. Bon camarade, Denis Lecointre accepte d'aller jusqu'au Havre. Il met la josacine dans la poche de son blouson. Il arrive à l'hôpital. Il y a une première personne qui examine ce flacon, comme ça, un peu. Bon. Ne voit rien d'inhabituel. Il est aux alentours de 23 h, mais dans la nuit, vers 5 h du matin. Une deuxième personne reprend ce flacon, l'agite un peu, remarque une coloration plus marron que jaune. Et constate qu'il a un aspect grumeleux. Je me souviens qu'elle parle même d'un crachat orangé. Et une odeur très forte, suspecte. Comment expliquer que depuis la maison des Tocqueville jusqu'à l'hôpital, puis à l'hôpital, ce flacon ait changé d'aspect et changé d'odeur. Cette odeur suspecte, c'est une odeur d'ammoniac. Avant même d'entamer la moindre analyse, ça donne une première indication. Le cyanure, quand on le mélange à une solution, puisque c'était une solution, là, et bien évidemment, parce que c'est un sirop, bon, le cyanure s'hydrolyse très vite. Et à ce moment-là, il est hydrolysé en ammoniac. Du cyanure dans la josacine, dans un flacon tout neuf, préparé le matin même par la maman avec une eau de source.
Comment diable a-t-il bien pu se trouver là? Qu'a-t-il pu se passer sur les chaînes du laboratoire Bellon pour qu'un tel drame se produise? L'affaire est-elle accidentelle ou le fruit d'un acte de malveillance? Des mouvements sociaux agitent l'usine de fabrication. Des employés en colère auraient-ils pu avoir un geste criminel? Le labo lance un appel. Le laboratoire Roger Bellon, fabricant du produit Josacine, et l'agence du médicament ont décidé de retirer du marché tous les flacons de Josacine en suspension buvable, dosés à 125, 250 et 500 mg. 56 000 flacons sont renvoyés à l'usine dans les jours qui suivent. Ils sont rapidement analysés. Nous avons fait une étude statistique, bon, comme toutes les études statistiques, qui a montré qu'il n'y avait pas de cyanure dans la Josacine de ce lot. Le laboratoire Bellon et ses employés sont donc mis hors de cause. Il n'y a que le flacon d'Émilie Tanet qui a été contaminé par du cyanure. À quel moment et par qui? Par un proche de Gruchet-le-Valas, obligatoirement. Le médicament ne sait que peu promener. Il est allé de chez les Tanet jusqu'au domicile des Tocqueville à 8 km. Madame Tanet l'a transporté, Madame Tocqueville l'a réceptionné. A fait l'objet d'un travail phénoménal, précis, qui lui a montré que ça ne pouvait pas être quelque chose qui se trouvait sous le toit des Tanet ou sous le toit des Tocqueville. Corinne Tanet est journaliste. Denis travaille pour EDF. On ne voit pas où ils auraient pu se procurer le poison incriminé. Jean-Michel Tocqueville, on l'a dit, œuvre dans la pétrochimie. À son travail, on trouve du cyanure, mais uniquement du cyanure de potassium. Encore raté. On vient de découvrir que le cyanure qui a tué Émilie est du cyanure de sodium. Ne reste que Denis Lecointre, le copain des Tocqueville, le pote des Tanet. Il est mis sur la sellette avec insistance. D'autant qu'il a un parfait profil de suspect. Ancien toxico, il a même hérité de quelques années de prison pour braquage. En plus, il a atterri dans un labo pharmaceutique, Auril à Bolbec, qui ne cache rien aux enquêteurs. Nous avons en stock 150 kg de cyanure sous forme de 3 fûts de 50 kg. Ces fûts sont conservés dans un endroit fermé à clé avec une double enceinte. Des gens avaient l'habitude de sortir des produits toxiques, notamment sous forme concentrée dans des flacons, des petits flacons. On a pensé alors que Denis Lecointre aurait pu ainsi sortir des bouteilles de solution cyanurée et les entreposer ou chez lui ou chez les Tocqueville, en cas de besoin. On l'imagine d'autant mieux que des écoutes téléphoniques entre Lecointre et Tocqueville laissent à penser qu'ils auraient été au courant d'un produit mis dans l'antibiotique. Isolées de leur contexte, 2 ou 3 phrases sont confondantes. Remises en situation, elles sont totalement anodines. Des dizaines d'enquêteurs et de magistrats qui les ont entendus et décortiqués ont été obligés de le reconnaître. Et Dieu sait pourtant qu'ils auraient été ravis de coincer Lecointre, leur unique suspect à ce moment-là. Ils sont allés jusqu'au bout des investigations, saisissant du cyanure chez Auril pour le comparer à celui du flacon de Josacine. Les experts sont formels, les compositions de ces deux cyanures ne sont absolument pas les mêmes. La justice s'est résignée à laisser filer Lecointre. Quelques journalistes n'ont pas eu cette élégance. Un chroniqueur judiciaire du Monde, surtout, qui a élaboré une thèse fumeuse. Très vraisemblablement, cette mort est plutôt d'ordre accidentel. Et il pouvait y avoir une certaine difficulté à assumer un accident qui s'était produit avec une substance dangereuse, dont il aurait fallu expliquer la provenance, les raisons pour lesquelles elle se trouvait à portée de la main d'un enfant. Bon, et que la tentation avait été forte de placer cette substance dans le flacon de Josacine, j'allais dire pour déporter le problème sur le flacon. Jean-Michel Dumay décrit clairement la scène dans son livre « Le poison du doute ». Vers 20 h, en prenant une cuillère de Josacine, Émilie fait la grimace, comme d'habitude. Elle se précipite dans la cuisine pour se rincer la bouche. Elle saisit une bouteille près de l'évier. Malheureusement, ce n'est pas comme elle le pensait une bouteille d'eau, mais une dilution de cyanure que Jean-Michel Tocqueville a oubliée là. Quand Émilie perd connaissance, le maître de maison réalise la méprise criminelle dont il s'est rendu coupable. Il s'en ouvre à son ami Denis Lecointre. Ensemble, ils auraient eu l'idée de contaminer le flacon de Josacine afin d'absoudre Tocqueville de crime par négligence et faire porter cette responsabilité sur le laboratoire pharmaceutique.
À l'hôpital, quand on leur a demandé de rapporter ce flacon, ce flacon exprimait une odeur particulière, très, très âcre, très, très difficile, visiblement pas l'odeur d'un médicament. Alors on s'est interrogé, est-ce qu'il y a eu une substitution de ce flacon entre le moment du décès de l'enfant et le moment où il est apporté à l'hôpital? Et pour quelle raison? Appelé à la barre, un toxicologue dit « Moi, ça me paraît pas incohérent. » Pas incohérent, un peu tout de même. D'une part parce que, on le sait, ni Tocqueville ni Lecointre n'avaient en leur possession un cyanure identique à celui retrouvé dans l'antibiotique. D'autre part parce que deux témoins l'assurent, Émilie s'est rincé la bouche avec l'eau du robinet et non à la bouteille. Jean-Michel Tocqueville l'affirme, mais il a pu mentir. Jérôme aussi, et on ne voit pas pourquoi un enfant de 9 ans n'aurait pas dit la vérité. La thèse de l'accident domestique est donc définitivement exclue. Les enquêteurs repartent à zéro, plutôt démunis. C'est presque le hasard qui les remet sur une nouvelle piste, la piste de Perrois. Nous sommes à la mi-juillet 1994. Tout commence grâce à une écoute téléphonique de Jean-Marc de Perrois. Il a eu avec celui qui lui avait fourni, M. Baudson, une conversation téléphonique. Ils ont parlé à mots couverts. M. Baudson n'a pas dit à de Perrois « Ah, alors ce cyanure, là, tu sais, tu as vu ce qui s'est passé près de chez toi ?» Il a parlé du truc. « Tu sais, ce truc-là, oui, t'en fais pas, il n'y a aucun problème. » Il y avait par conséquent, explicitement, une loi du silence autour de ce produit. Un truc, un produit. Les gendarmes découvrent qu'en mai, Alain Baudson a bien servi d'intermédiaire à Jean-Marc de Perrois pour acheter du cyanure de sodium chez un fournisseur parisien. Et pas qu'un peu, 1 kilo, pas moins. De Perrois paye en liquide, dans un certain secret. C'est vrai qu'il ne cherchait pas forcément à faire de publicité sur l'achat de ce produit qu'il estimait d'ailleurs à juste titre dangereux. C'est un produit très, très toxique. Mais on se rend compte qu'il l'a acheté, qu'il y avait au moment où il l'a acheté, il a rencontré d'autres personnes qui étaient là chez son fournisseur. Il y avait, je crois, de mémoire, un baptême qui était célébré. Il y a donc des personnes qui l'ont vu acheter ce produit. Il peut dire ce qu'il veut, mais il l'a acheté sans facture, il l'a acheté sans en parler, sans le dire à ceux qui travaillaient et qui pouvaient, par conséquent, par inadvertance, tomber sur ce flacon. C'est extraordinaire comme de détenir un produit aussi dangereux, sans le dire à ceux qui sont autour de vous. Jean-Marc de Perrois et Alain Baudson sont tous deux placés en garde à vue et confrontés dans les locaux de la gendarmerie. En garde à vue, il va mentir pendant 24 heures sur le fait qu'il a détenu du cyanure, y compris en présence de la personne qui lui a vendu ce cyanure. Et il va nier, je crois, plus de 50 fois durant sa garde à vue, ce qui va lui être reproché. C'est évidemment une interrogation considérable. Pourquoi avoir utilisé du cyanure? Pourquoi l'avoir caché, si ce n'est parce qu'il avait quelque chose à se reprocher? Il nie et va jusqu'à traiter Alain Baudson de menteur. Mais coup de théâtre, après une pause, il reconnaît que c'est lui qui a menti. Oui, Baudson a bien acheté 1 kilo de cyanure pour lui, chez Prolabo à Paris. Oui, il l'a payé en liquide, mais juré, c'était dans un cadre purement et uniquement professionnel. La théorie de Perrois consistait à dire « j'avais besoin de cyanure pour noircir des métaux ». Alors on a consulté des experts. Notre expert vient, entend la déclaration de Jean-Marc de Perrois sur ses essais de matification et dit « mais c'est du n'importe quoi ». Qu'est-ce que c'est que cette expérience? Vous alliez vous tuer si vous l'aviez fait vraiment, parce qu'il y aurait eu une vapeur de cyanure qui vous aurait enveloppé. Ça ne peut pas être ce que vous avez fait. Même si c'est difficile, on va tout de même chercher à croire de Perrois. Peut-il fournir la littérature technique sur le sujet dont il dit s'être abreuvé dans des encyclopédies, les métaux qui lui ont servi lors d'expérimentations et surtout ce qui reste de cyanure? Aux 3 questions, il répond non. La documentation technique, les métaux qui ont servi de test, il s'en est débarrassé dans une benne à ordures. Le cyanure, il l'a versé dans la Seine. Pris de panique à l'idée qu'une petite fille est morte empoisonnée à moins de 30 mètres des locaux de sa boîte, il a tout jeté. Il dit, écoutez, moi je m'en suis débarrassé le 16 juin ou le 17 juin, date à laquelle j'ai appris que c'était du cyanure qui avait empoisonné
la petite Émilie. Le 16 juin, les médias, effectivement, parlent du fait qu'une petite fille est décédée et qu'on a retrouvé une substance étrangère dans la josacine, et ce n'est que le 17 qu'on apprend que c'est du cyanure. Donc, de Perroy se débarrasse de l'arme du crime avant que quiconque sache que c'est l'arme du crime. De là à penser que c'est le criminel, il n'y a pas un grand pas à franchir. Mais lui-même dit, il faut voir qu'il est interrogé 6 semaines après les faits, c'est soit le 16, soit le 17, lorsque j'ai appris qu'elle était décédée du cyanure. L'accusation n'a focalisé que sur la première partie de sa réponse, c'est-à-dire le 16 juin, mais le 16 juin, on ne pouvait pas savoir que c'était du cyanure. 16 ou 17 juin. C'est important, mais ce n'est pas capital, car il est surprenant qu'un chef d'entreprise irréprochable ait pu se débarrasser d'un poison violent et des preuves matérielles de son innocence. Reste à savoir si le cyanure découvert dans la josacine est bien celui de Jean-Marc de Perroy. 2 analyses vont être menées en parallèle. Ce n'est pas du cyanure en poudre qui a été versé dans le médicament de l'enfant, c'est une solution cyanurée. La poudre a été diluée dans de l'eau. Les composants de cette eau ont pu être isolés du flacon et comparés aux eaux des robinets de tous les suspects de l'affaire. Les Tanet, les Tocqueville, les Lecointre, les grands-parents d'Émilie et les de Perroy bien sûr. Une certitude s'est dégagée, l'eau trouvée dans le flacon de josacine correspond en tout point à l'eau recueillie au travail de Perroy. On y retrouve notamment le même dosage de zinc, caractéristique de la tuyauterie de l'entreprise. En ce qui concerne le cyanure, impossible de comparer celui recueilli dans le médicament à celui de Jean-Marc de Perroy. Ce dernier, on l'a dit, s'en est débarrassé dans la Seine. Mais le commandant Molinaro, l'expert de la gendarmerie nationale, a eu une autre idée. Comparer le poison qui a tué Émilie au cyanure saisi chez Prolabo, le fournisseur des notables cauchois. Il semble bien que ce soit le même. Ce résultat déclenche la colère des défenseurs de Perroy. J'avais le sentiment très net que le premier expert menait ses opérations pour démontrer la culpabilité. Jean-Marc ayant du cyanure pour sa profession, ce ne pouvait être que lui. Le juge a fabriqué un coupable, sans avoir à aller plus loin. Alors que dans la région, avec la région industrielle où les produits chimiques sont utilisés, je vois Auril à côté, il se sert de centaines de kilos, voire de tonnes de cyanure. Dans ce dossier-là, on sait que Jean-Marc de Perroy, c'est incontestable, a acheté du cyanure chez Prolabo. On analyse uniquement le cyanure de Prolabo et aucun autre cyanure. C'est vrai et c'est faux. D'autres cyanures ont été analysés. Ne serait-ce, on l'a dit, que celui du labo où travaille Denis Lecointre, l'ami de la famille. Et c'est grâce à cette analyse qu'on a pu innocenter le premier suspect de l'affaire. Si on se concentre plus précisément ensuite sur le cyanure de Prolabo, c'est simplement parce que quelqu'un en a détenu à quelques mètres du lieu de l'assassinat de la petite Émilie. Et que ce chef d'entreprise avait un mobile pour s'en servir à d'autres fins que des fins purement industrielles. Il n'a jamais vu tuer la petite Émilie, il ne la connaissait pas. Elle était en garde une journée chez sa maîtresse, donc voilà. Donc le mobile serait qu'il aurait voulu se débarrasser du mari gênant, puisque Sylvie Tocqueville était témoin de Jéhovah et refusait de divorcer. Souvenez-vous, Jean-Marc de Perroy et Sylvie Tocqueville se font les yeux doux depuis plusieurs années. Ils se sont embrassés face à la Tour Eiffel et reconnaissent même une relation sexuelle en mars 1994. Tout est fini par la suite, ils le jurent. Et s'ils s'échangent encore en juin des caresses furtives ou de discrets baisers, c'est qu'il leur faut un peu de temps pour rompre totalement. Après une unique relation sexuelle, on le comprend. Pourtant, nombreux sont ceux qui doutent du déclin de leur passion. Pour qu'une personne se lève à 5 h du matin pour aller rejoindre sa maîtresse dans son lit en attendant que son mari parte, c'est qu'il y a bien quelque chose. Voilà. Sur cette passion, notamment le fait que M. de Perroy aille voir un jour Tocqueville en lui demandant de lui laisser Sylvie. De Perroy, qui porte beau, qui est un homme important dans sa petite bourgade, qui va s'humilier devant ce Tocqueville, pour lequel il a le plus grand mépris par ailleurs, et pour le supplier de laisser Sylvie Tocqueville venir vers lui, c'est quand même un signe très, très, très significatif. Voilà.
d'un exemple. Le crime passionnel existe. D'autres réfutent cette thèse, au risque de mentir. Je trouve scandaleux qu'on ait annoncé des choses complètement folles dans la presse, que ma femme était sa maîtresse, des choses comme ça. Je trouve ça vraiment éprouvant, c'est vraiment scandaleux. Est-ce que j'oserais qualifier ce mobile de totalement imbécile? Pourquoi? De Perrois aurait conçu de devoir empoisonner le mari de Madame Tocqueville avec un médicament destiné à une enfant et qui incontestablement aurait pu être absorbé par n'importe quel membre de la famille Tocqueville. Une fois de plus, mauvaise pioche. Il s'agissait de Josacine 500, une dose adulte, et Jean-Marc de Perrois pouvait en toute bonne foi être convaincu que ce flacon tout neuf était destiné à l'époux de sa maîtresse. La veille du décès d'Émilie, le 10 juin donc, en rentrant chez lui, de Perrois passe en voiture place de la mairie. Il remarque devant chez les Tocqueville un véhicule médical d'urgence. Lui, l'ami de la famille, ne s'arrête pas. Le lendemain, Sylvie Tocqueville lui apprend que son mari a fait un malaise. Le médecin lui a prescrit un antibiotique. Monsieur de Perrois savait qu'il avait des problèmes de santé, savait qu'il avait eu un malaise et savait qu'il prenait des médicaments. Et donc les médicaments qui étaient là étaient forcément les siens. S'il avait pris un médicament empoisonné et qu'il était mort d'une syncope, parce que la spécificité du cyanure, c'est que c'est un poison qui ne laisse pas de trace d'empoisonnement immédiat. Vous avez un symptôme de syncope, comme une crise cardiaque ou comme une rupture d'anévrisme, comme quelque chose qui peut arriver à un homme à l'époque de 45 ans qui avait quelques troubles depuis quelque temps dont on ne comprenait pas la cause. Et si ça lui était arrivé à lui, on n'aurait certainement pas cherché plus loin. Le décès d'une enfant est plus intrigant, et les enquêteurs sont allés si loin dans leurs investigations qu'ils finissent par mettre les éléments du mystérieux puzzle en place. Jaloux, de Perrois aurait décidé d'éliminer le mari gênant de sa maîtresse. Pour réaliser son tragique dessein, il achète du cyanure dans le plus grand secret chez un fournisseur situé à plus de 200 km de chez lui. Un samedi après-midi de juin, jour de fête au village, profitant de l'absence de la famille Tocqueville, il s'introduit dans la maison de son rival. Sur la table du salon, il découvre un flacon d'antibiotiques. Il sait qu'on en a prescrit la veille à l'infortuné mari. Il verse dans le flacon la dilution de cyanure qu'il a préparée et il repart comme il est venu, sur la pointe des pieds. Il est sûr que le crime sera parfait, mais il ignore que les Tocqueville accueillent pour le week-end Émilie Tanet, à qui l'on a prescrit aussi un antibiotique, la Josacine qu'il vient par erreur d'empoisonner. Ce scénario, l'avocat, les proches de Perrois le réfutent avec force. L'accusation est incapable de décrire le scénario de ce crime. Il y a une demi-heure de battement pendant laquelle Jean-Marc de Perrois a pu aller chez les Tocqueville empoisonner le flacon. Il est peut-être pas là, il est ailleurs, il est en train d'amener un bateau ailleurs, enfin c'est complètement flou. Une démonstration minutée aurait été contraire à toute vraisemblance. Pas tant que ça. On sait que les Tocqueville sont partis à la fête médiévale vers 16h et sont rentrés à 17h30. La maison est restée vide 1h30. Qu'a fait de Perrois pendant ce temps-là? En début d'après-midi, il avait rendez-vous avec une habitante de Gruchet-le-Valas qui avait des problèmes d'urbanisme. Il est resté avec elle jusqu'à environ 16h. Il est ensuite repassé à la mairie, déserte le week-end, puis dans son entreprise. Il en est reparti que vers 17h pour rejoindre un ami qui avait l'intention d'acheter un bateau d'occasion. Son entreprise, la mairie, la maison des Tocqueville, on le sait, sont toutes trois dans le même bâtiment et font jardin commun. Jean-Marc de Perrois avait donc 1 heure pour se glisser chez sa maîtresse par la porte-fenêtre, laisser entr'ouverte et accomplir son forfait. C'est largement plus de temps qu'il n'en faut. Ça ne fera que peu de débats devant la cour d'assises de Seine-Maritime.
Le procès de Perrois s'ouvre à Rouen le 2 mai 1997. Les journalistes parisiens arrivent dans les bagages du défenseur des deux Perrois, Maître Liebman. Ils sont tout acquis à sa cause. Toute la presse parisienne débarque, et puis je me dis, bon, bah, c'est vrai, on va assister à un acquittement. Et je me dis ça alors que finalement je ne connais pas du tout le dossier. Mais c'est vrai qu'on est tous pris dans une forme de... ce qui n'est pas encore du militantisme. Enfin, il y a déjà une petite teneur auprès de la presse parisienne. On sent que tout le monde semble un peu favorable à De Perrois, et moi aussi. Moi aussi, pourquoi? Bah voilà, un peu mouton de panurge, peut-être, j'en sais rien. Mais dès les premières heures du procès, l'ambiance change déjà. Premier jour, lecture de l'arrêt de renvoi, et là, je réalise que le dossier n'est pas si vide que ça. Un jour, l'accusation marquait des points, le lendemain, la défense marquait des points. Ce qui crée, si vous voulez, un climat d'insécurité, en tout cas d'inconnu sur l'issue du procès qui était très fort. Ainsi, le défenseur de De Perrois l'annonce à qui veut l'entendre. Il a une carte maîtresse dans la manche de sa robe, un témoignage capital qui prouve l'innocence de son client. Il y a eu un coup de théâtre énorme. Maître Liebman avait dans son dossier un PV qui n'avait pas été exploité par les autres parties. Il s'agissait du témoignage d'un médecin que Corinne Tanet était allée voir un petit peu après la mort de son enfant pour essayer de comprendre pourquoi son enfant était mort. Et ce médecin, le docteur Vu, semble avoir un souvenir intact des propos que lui aurait tenus Corinne Tanet. Lors de la préparation du deuxième flacon, elle a eu une sensation bizarre, que le flacon que le produit ne se mélangeait pas tout à fait normalement avec l'eau, elle avait une impression de pétillement. La josacine n'aurait pas eu l'apparence habituelle. Le cyanure y était donc peut-être déjà. De Perrois n'y serait pour rien. Corinne Tanet dément catégoriquement cette conversation et ses constatations, ses paroles contre paroles. Du coup, on convoque le docteur Vu à la barre des témoins. Il a été extrêmement vague. Et il a reconnu que cette conversation était dominée par un esprit de grande anxiété, de grande douleur et de grande confusion. La petite Émilie venait de décéder un jour auparavant. Corinne Tanet était complètement effondrée. Bon, alors, il se peut qu'elle ait dit des choses qui n'étaient pas d'une clarté absolue. À la réflexion, ça n'avait pas de sens. Et donc, la super surprise du docteur Vu, censé apporter là, en pleine audience, l'innocence de Jean-Marc De Perrois, fait pchit. Le docteur Vu devait venir au secours de la défense. Il renforce finalement l'accusation. Une accusation qui, elle aussi, fait citer des témoins capitaux, Monsieur et Madame Madeleine, les plus proches voisins des Tocqueville. Les époux Madeleine, je ne veux pas les critiquer, ils sont ce qu'ils sont, ce sont des voisins curieux. Tellement curieux qu'ils épient leurs voisins, qui se mettent derrière la haie, regardent les faits et gestes des uns et des autres. Je crois que Monsieur Madeleine avait dit une fois, à la barre de la cour d'assises, je les regarde avec le regard d'un chasseur. Et le chasseur a observé de bien curieux manèges dans le jardin de la mairie. Il a vu dans le mois qui précède le décès d'Émilie, Jean-Marc De Perrois s'y faufiler discrètement pour rejoindre la maison des Tocqueville et se glisser par la porte-fenêtre dans le domicile de sa maîtresse. Notamment le 29 mai 1994. Et ils se souviennent d'un détail capital. Le conseiller municipal avait enfilé des gants de latex, des gants de chirurgien. Vérification faite, on retrouve effectivement de tels gants au bureau de De Perrois. On fait donc d'autres vérifications. Le magistrat instructeur se déplace, va vérifier ce que dit M. Madeleine et s'aperçoit que sa version n'est pas crédible. À l'endroit où il dit avoir observé Jean-Marc De Perrois, la ligne de visibilité sur la porte-fenêtre où il serait entré est nulle. On ne voit pas la porte-fenêtre. Alors, il s'embrouille un peu, M. Madeleine, et il dit « mais oui, mais finalement, je l'ai peut-être vu en regardant un peu différemment, avec un miroir, quelque chose ». C'est clair que ce témoignage-là est presque fantaisiste. Le problème, c'est qu'il existe et que c'est une partie de l'accusation aussi.
Fantaisiste, peut-être, mais à la barre, sous serment, les époux Madeleine persistent et signent. Il n'y a aucun mensonge. Il y a bien des mensonges quelque part, alors. Ah, ça. Nous, on ne peut pas vous le dire. Hein. Et pour votre part, vous n'avez jamais menti. Jamais. On ne mentira jamais. Décidément, dans ce dossier, la plupart des témoins, de très bonne foi, sont sujets à caution. Pas totalement sûrs d'eux. Les experts scientifiques, et c'est sans doute le plus important, sont eux absolument catégoriques. 3 experts viennent à la barre et disent « Le cyanure qu'a acheté Jean-Marc de Perrois est identique à celui qui a été retrouvé dans le flacon de Josacine contaminé. » Fait marquant, 2 experts, l'un commis par le juge d'instruction, l'autre commis par le procureur, et le 3e expert est commis par la défense qui vient voir si les méthodes employées par les 2 experts précédents sont cohérentes. Et les 3 experts sont d'accord, disent « le cyanure c'est le même ». Comment sont-ils arrivés à une conclusion aussi définitive? En analysant, non pas le cyanure lui-même, mais les impuretés du cyanure. Quand on dit que le cyanure est pur, en fait il est à 99% constitué de cyanure, et à côté de ça il va y avoir moins de 1% d'impuretés, mais qui peuvent donner des indications sur l'origine du cyanure. Ces impuretés, généralement différentes d'un produit à un autre, on va les considérer comme étant la signature du cyanure. Et c'est le président qui a employé ce terme signature. Et les experts qui étaient présents, Molinaro, Verger, ont dit « mais oui, bien sûr, voilà la signature du cyanure ». Et c'est donc une expression d'audience. Le problème, c'est qu'on ne garde que cet aspect-là des choses, en oubliant d'abord que la marge d'erreur sur le dosage de ces impuretés est de 20%, comme ça nous a été expliqué à l'audience. Et puis surtout, on oublie le fait que dans les cyanures en question, vous avez d'autres impuretés, du cuivre, du nickel, enfin d'autres éléments qui sont là, et qu'on ne retrouve pas dans le flacon. Donc si vous voulez, si on veut être complet, si des éléments se retrouvent dans le flacon, ben, il faut qu'on retrouve tout, il faut qu'on retrouve la liste de toutes les impuretés. Et ça n'était pas le cas. Ces précisions font vaciller l'accusation. La défense en profite pour porter l'estocade. Un des experts a noté que le cyanure extrait de la Josacine pourrait être non pas un cyanure neuf, mais un cyanure plus ancien que le temps aurait dégradé. Or, on le sait, de Perrois a acheté son produit voilà moins de 2 mois. Le mystère s'épaissit à nouveau. Une seule technique aurait permis de vieillir prématurément le poison. Et un expert a proposé une éventualité. Et si la solution cyanurée était restée plusieurs semaines dans la boîte à gants d'un véhicule garé régulièrement en plein soleil? Pourquoi pas? La défense de Perrois perd petit à petit la partie de bras de fer. Sur la question des expertises, à l'audience, la défense de M. de Perrois a été très faible. Et il n'y a quasiment eu aucune contestation et aucun travail d'étude critique à l'audience. Leur propre expert, qui avait été cité non pas par eux, mais par l'accusation au procès, est venu valider les conclusions des experts judiciaires. Des experts qui se retirent en rappelant que oui, le cyanure de l'antibiotique des Militanés est identique à celui du lot de Prolabo dans lequel a été puisé le poison vendu indirectement à Jean-Marc de Perrois. Son sort semble se sceller. Vu le faisceau de présomption tel qu'il nous est présenté, et vu la faiblesse de la défense, parce que la défense n'a pas été très bonne, notamment dans sa plaidoirie, je ne vois pas comment Jean-Marc de Perrois pourrait échapper à un verdict de culpabilité. Les jurés, après en avoir délibéré, doivent répondre à 6 questions. La première porte sur la culpabilité de l'accusé. La réponse est oui. Ces 3 lettres déclenchent le chaos. Les cris partout, des avocats, des journalistes, sur les chaises, sur les bancs, ça hurlait dans tous les sens. Cordon de police pour protéger les jurés qui se faisaient insulter, cracher dessus, enfin c'était l'horreur. La salle, tout acquise à Jean-Marc de Perrois, crie à l'injustice, crie à la justice pourrie, a des slogans franchement poujadistes. Les jurés n'ont rien compris, vous êtes des idiots, Jean-Marc est innocent, enfin voilà. Vraiment une scène d'hystérie collective. La famille de Perrois, un de ses membres, je ne le citerai pas, se lève, va vers Madame Tanet et l'accuse directement d'être responsable de l'incarcération et de la condamnation de Jean-Marc de Perrois. 20 ans de réclusion criminelle, cette condamnation ravive encore la colère du public. J'avais jamais vu ça, un déchaînement de haine
Et on entend fuser des cris sale juif à l'encontre de Mel Lillman. C'est des cris qui proviennent des amis de Perrois, tout décontenancés par ce verdict, et qui sont quand même d'un fond pour le moins conservateur, on va dire ça comme ça, poliment. Quand Corinne et Denis Tanet ont quitté la salle, ils sont partis sous les huées et les crachats de la foule en délire, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. À la sortie du palais de justice de Rouen, au milieu de la nuit, Corinne et Denis Tanet, les parents de la petite Émilie, les victimes, sont obligés de fuir la haine populaire. C'est là la véritable injustice de tout ce dossier. La famille du condamné, elle, sort la tête haute, soutenue par la foule. Courage! Courage, madame! On est avec vous, madame! On est avec vous! C'est le monde à l'envers, et ce monde n'est pas prêt de tourner rond à nouveau. Au lendemain de la condamnation, l'émotion en France est grande. Ce procès qui a été tenu avec une grande maîtrise, une grande rigueur, une grande humanité, a été présenté à l'extérieur comme étant l'archétype de l'erreur judiciaire. Et cette présentation était tellement bien faite que les foules se sont laissées mener pendant un temps. Dans les jours qui suivent, la famille du coupable appelle à la création d'un comité de soutien et reçoit des dizaines de lettres. Je suis profondément écœurée et comprends votre calvaire. Ce petit mot n'est pas grand-chose, mais j'espère qu'additionné à tous les autres messages de sympathie, il vous aidera à vous battre. Mon courage est bien sincère. Corinne Tanet aussi trouve du courrier dans sa boîte aux lettres, mais pas du même tonneau. Bien fait pour vous, votre vermine d'Émilie doit être bouffée aux asticots à l'heure qu'il est. Vous irez la rejoindre dans le fumier, c'est tout ce que vous méritez. Ou encore, peu de temps après que Corinne ait accouché d'un charmant petit garçon, « Chère salope, fais attention à ton bâtard, un accident est vite arrivé. Tant que Jean-Marc ne sortira pas, on ne te lâchera pas. » Un accident est vite arrivé. Certainement les mots d'un déséquilibré. Ou peut-être pas. Mais on ne peut s'empêcher de rapprocher ces propos d'autres événements. Comme j'ai eu le malheur de dire dans un livre de Corinne Tanet que je penchais dans le sens de la culpabilité, eh ben je me suis retrouvé avec des menaces téléphoniques. On m'a crevé les pneus 10-15 fois, je sais plus combien j'ai de plaintes, d'ailleurs qui ont été classées sans suite, parce que bon, sans preuve et tout, jusqu'au jour où on m'a carrément dévissé la roue de ma voiture, quoi. D'ailleurs, sur l'autoroute, j'ai manqué de me tuer. Là, vraiment, je me suis arrêté sur le bord de la route, le 4x4 était de travers, comme ça. Donc, bon, aucune preuve. Les journalistes n'ont pas été les seuls à avoir dû faire face aux pressions ou intimidations des pros de Perrois. Denis et Corinne Tanet ont été contraints de vendre leur maison et de quitter la région pour se reconstruire une vie normale. Et nombre de témoins que nous avons contactés refusent encore aujourd'hui de parler de peur de représailles. Parmi eux, l'ancienne femme de ménage de Sylvie Tocqueville. Cette femme, Claudine, a témoigné par écrit et auprès des gendarmes de faits troublants. Elle a repéré quelques jours avant le drame, donc un flacon assez particulier, reconnaissable, avec un goulot assez large, qu'elle n'a pas pu dévisser, avec un liquide incolore à l'intérieur. Ne sachant s'il s'agit d'un produit d'entretien ou d'un médicament, elle le range dans l'armoire à pharmacie. Quand elle en parle le lendemain à sa patronne, Sylvie Tocqueville dit ne pas savoir de quoi il s'agit. Claudine veut aller chercher le flacon pour le lui montrer. Il a disparu. Quand, pourquoi, comment, que contenait ce flacon? Mystère. Et ce n'est pas la seule énigme qui continue à planer sur la secrétaire de mairie de Gruchet-Levalas. Sylvie Tocqueville, c'est l'élément pivot de toute cette affaire. On ne sait pas trop qui elle est. Sylvie Tocqueville, on l'a mis de côté. On n'a rien fait contre elle. Et tout ce qui a été loupé au départ, je vous dis, si personne de sérieux ne reprend l'affaire, on ne saura rien sur elle. Des ratés, sans doute. Avant l'enterrement d'Émilie, par exemple, Sylvie Tocqueville se présente au funérarium. Elle se présente d'une étrange façon. Elle a dit qu'elle était la maman d'Émilie. Qu'elle se présente autrement. Oui, Émilie était chez nous, c'est arrivé chez moi, est-ce que je peux voir Émilie? D'accord.
mais qu'elle ne se présente pas sous le nom de Corinne. Pourquoi cette usurpation d'identité? Moi, dans ma conviction, moi en tant que papa d'Émilie, maintenant que je sais tout ce qui s'est passé, moi j'allais plutôt, Sylvie Tocqueville allait plutôt voir Émilie, c'est voir son visage n'était pas cyanosé. C'est une éventualité, mais toutes les questions ne trouvent pas de réponse plausible. Ainsi, lors d'une perquisition au bureau de Sylvie Tocqueville, on découvre dans son coffre-fort le permis d'inhumer d'Émilie Tanet. Que vient-il faire là, alors que la petite n'est même pas enterrée à Gruchet-le-Valas? La secrétaire n'a jamais su donner la moindre explication. Comme est restée mystérieuse la soudaine dégradation de santé de Jean-Michel Tocqueville moins d'un mois avant le drame. C'est-à-dire qu'avant, ça a toujours été un homme en pleine santé, mais qu'il avait, depuis quelque temps, il avait des symptômes assez bizarres, et on n'arrivait pas trop à trouver pourquoi. Il avait toutes sortes de symptômes curieux, des malaises, des évanouissements, ça allait pas, et c'est vrai qu'il allait chez le médecin, qui lui donnait des médicaments. Alors... Tocqueville s'entretient de ses malaises avec un ami médecin dans un centre antipoison qui lui dit « C'est tout à fait cohérent avec un empoisonnement au cyanure, ce qui était arrivé. » Et donc il écrit au juge d'instruction pour dire bah voilà ce qui m'est arrivé, je ne peux pas le prouver, c'est vieux, c'est ancien, mais j'ai le soupçon désormais que Jean-Marc de Perrois ait tenté de m'assassiner. Jean-Marc de Perrois ou quelqu'un d'autre. Car même si Sylvie Tocqueville a toujours affirmé qu'elle n'a jamais détenu de cyanure à son domicile, personne n'a jamais su ce que contenait le flacon découvert par la femme de ménage. Et ce n'est pas lors de la déposition de Sylvie Tocqueville au procès de Perrois qu'on aurait pu en obtenir l'explication. Quand elle a été entendue à la barre, on lui a offert un fauteuil, je voyais le coup qu'on allait lui proposer du thé, quoi, parce que tout le monde était sous le charme de cette personne, hein. Même le président Reynaud, pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais là je trouve qu'il a été très cool avec elle. Moi je l'aurais un petit peu brusqué. Hein. D'autant qu'elle aurait pu développer sa conviction, Sylvie Tocqueville, une conviction qu'elle a résumée à quelques journalistes. Je suis persuadée que le cyanure était déjà dans le flacon avant d'arriver ici. Sylvie Tocqueville nous a reçus chez elle. Si elle a refusé de répondre à nos questions face à la caméra, elle nous a confirmé qu'elle restait persuadée que le cyanure avait été mis dans la Josacine avant de franchir le seuil de sa porte. Par qui? Seule la maman d'Émilie avait eu le médicament en main. Sylvie Tocqueville le sait bien. C'est abominable ce qu'elle dit. Alors, je pense qu'on n'en a pas eu assez. Il a fallu qu'on parte de la région et ça continue encore. 14 ans après, ces gens ont pas évolué. Ces gens sont toujours dans cette veine. C'est très simple. Qu'elle vous dise simplement ça. Puis là, son amant sera sorti, mais elle ira en prison. Il y a tout ce qu'il faut dans le dossier. Mais qu'elle le dise dans votre caméra, je peux vous assurer que là, j'ai même pas besoin de la justice. Je l'emmène et je l'emmène directement au parquet dans le coffre de ma bagnole. Pourtant, je suis pas méchant. Et ça me blesse. On n'aura définitivement rien épargné aux Tanet depuis le 11 juin 1994. Et des années plus tard, les mauvaises langues ne les laissent toujours pas en paix. Pour soigner leur chagrin, Corinne et Denis ont préféré partir loin, en Afrique, en mettant tout leur amour au service des orphelins pris en charge par les associations humanitaires de Yannick et Marie-Claire Noah. Et puis dans tout ce tourbillon, qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse? Bien sûr, j'ai été pleurer à l'extérieur, bien sûr, j'ai été malheureux, mais j'avais pas besoin de le faire à personne. Bien sûr, j'étais au bord de la plage, bien sûr, j'étais dans les bois pleurer. Quand j'étais à m'occuper des enfants avec Yannick Noah, c'était pour faire quoi? Pour m'occuper des enfants. Mais le soir, à un moment donné, il fallait bien que j'exprime ma douleur, ma colère. Et ma colère, je l'ai exprimée en allant pleurer. Vous savez, quand j'ai vu une petite fille qui s'appelait Salomé, qui avait le sida, et puis qui est morte, vous croyez que c'est quoi ça? Mais j'étais m'occuper d'elle jusqu'au bout. J'ai donné ce que je pouvais. Mon cœur. Eux, ils n'ont pas de cœur.